Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc vous êtes 10. On attend encore deux, 30 minutes. 2 minutes. On attend encore 2 minutes que les autres nous rejoignent et on démarre comme d'habitude. Donc je vous annonce déjà le programme de la séance. On va poursuivre la correction d'un cas relatif à l'analyse financière du bilan qu'on avait entamé lundi. Et puis par la suite, on entame la dernière petite section en analyse financière qui est l'analyse financière du CPC. Et puis, on va travailler bien évidemment un cas pratique sur l'analyse du CPC. Et s'il nous reste un peu de temps, je peux éventuellement répondre à des questions ou des interrogations sur le cours en entier. Vous savez très bien que la séance d'aujourd'hui est la dernière séance de cours. Donc la prochaine séance qui est programmée pour lundi, le 15. Donc comme prévu ou comme convenu, on avait dit une première heure question générale, révision générale. Et puis juste après, je vous accorderai 1 heure et demie à 2 heures maximum pour répondre à l'épreuve ou à l'examen final que je vais vous transmettre par mail. Donc, on démarre la correction dans 1 minute. Donc, on avait déjà vu un cas numéro 1 en analyse financière du bilan. Donc là, c'est le cas numéro 2. Comme vous voyez avec moi, cas numéro 2, toujours en analyse financière du bilan. Donc, petit rappel par rapport à l'analyse financière du bilan, on a dit l'état de synthèse, c'est ou l'établissement du document de synthèse qui est le bilan relève d'une obligation légale, d'accord? Donc, c'est parce que c'est la loi qui l'impose, c'est la loi qui impose à établir un document de synthèse qui est le bilan, d'accord? Maintenant, on a dit ce document de synthèse, non seulement il est obligatoire, il est utile pour l'État, mais il est également utile pour l'entreprise. Ça lui permet de prendre des décisions, d'accord? Donc, rappelez-vous, parmi les avantages ou parmi les utilités du document de synthèse, que ce soit le bilan ou le CPC, on a dit l'entreprise elle-même, les dirigeants eux-mêmes ont besoin donc de ce document de synthèse pour prendre des décisions d'accord à l'avenir ou même des décisions au moment présent. Donc et justement pour permettre la lecture de cet état de synthèse, eh bien on procède à ce qu'on appelle l'analyse financière. L'analyse financière du bilan, cette analyse, on a dit, il faut absolument passer par des calculs, par des indicateurs, par des soldes qui vont me permettre justement d'évaluer la situation financière du patrimoine de l'entreprise. Parce que n'oubliez pas, le bilan, on l'avait défini au départ comme étant un document de synthèse qui permet de décrire la situation financière et les éléments du patrimoine de l'entreprise à une période donnée ou à un moment donné. D'accord? Le bilan est toujours à une date. Très bien. À travers cette analyse, on a dit que le calcul des indicateurs qu'on avait vu ensemble, qu'on a appelé les indicateurs de l'équilibre financier, c'est ce qu'on a appelé le fonds de roulement, le besoin de fonds de roulement, le besoin de financement global et la trésorerie nette. Et on avait dit qu'on avait présenté tous les cas possibles, donc que ça soit où les indicateurs sont positifs, négatifs ou nuls.
Donc, pour chaque situation, d'accord, une image financière de l'entreprise. On avait dit pour justement faire ce calcul d'indicateur, il fallait absolument passer par une représentation autre que celle que vous connaissez en poste, c'est ce qu'on a vu, la structure ou la présentation en masse, ou bien ce qu'on a appelé aussi le bilan fonctionnel, n'est-ce pas? Rappelez-vous, où on avait distingué donc le volet financement, exploitation et investissement. C'est ce que vous connaissez déjà, c'est la structure tout simplement en masse ou en classe. C'est quand on a le financement permanent et la classe 1, l'actif immobilisé qui est la classe 2, la classe 3 l'actif circulant, la classe 4 le passif et la classe 5 qui est la trésorerie actif et passif. D'accord. Et donc là, on va passer à la correction du cas numéro 2. Donc, vous suivez avec moi à gauche. Donc, j'ai essayé de cacher le corriger, comme ça vous êtes concentrés. Cas numéro 2, donc le 31 décembre 2019, l'entreprise Omega vous communique les éléments du patrimoine comme suit. D'accord. Donc, faites attention, je vous recommande toujours, rappelez-vous, je vous dis toujours, faites attention quand vous lisez l'énoncé. Chaque mot qui est indiqué dans l'énoncé, ça implique à comprendre quelque chose. Donc, quand on vous communique les éléments du patrimoine, je vais comprendre immédiatement qu'il va s'agir de tous les éléments, soit d'actifs, soit du passif. C'est le bilan. D'accord. Parce que il s'agit d'éléments du patrimoine. Si c'était le CPC, on vous aurait dit, on vous communique les produits, les éléments de produits et les éléments de charge de l'entreprise au titre de l'exercice X. D'accord. Donc là, il s'agit des éléments du patrimoine. Donc tout ce que je vais avoir comme éléments, c'est des éléments d'actifs ou de passifs. Donc on vous communique les éléments, fournisseurs, titre de participation, client, banque, frais préliminaires, emprunt, capital, marchandises, fonds commercial, les installations techniques, caisses, matériel de transport, mobilier, état débiteur, dette sur acquisition. Et le travail à faire, on vous demande d'abord de présenter le bilan au 31/12 selon la structure en poste. Et puis, on vous demande de calculer le fonds de roulement, le besoin de financement global et la trésorerie nette au 31/12/2019 et commenter vos résultats. Donc, la première question, c'est comme si on revient au premier chapitre, d'accord? C'est un petit rappel. En même temps, on répond, on vous teste plus ou moins par rapport à l'assimilation des principaux comptes du bilan et comment on établit le bilan. Et deuxième question, c'est l'analyse financière justement de ce bilan à travers le calcul du fonds de roulement, du besoin de financement et de la trésorerie nette. Donc, première chose, il faut d'abord classer les éléments du patrimoine entre actifs et passifs. Et dans chaque volet, il faut mettre le poste correspondant parce qu'on vous a demandé la structure du bilan en poste. Donc, il faut indiquer le poste, clairement le poste. Bien sûr, vous pouvez vous servir en utilisant le plan comptable, d'accord, que je vous ai remis, et répondre justement à la première question. Donc, pour démarrer, donc, premier élément, vous avez fournisseur et compte rattaché. Donc, ça, c'est clair. Fournisseur et compte rattaché, on avait vu ça ensemble. C'est quand vous entendez le mot fournisseur, on évoque tout simplement les dettes envers les fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de marchandises, des fournisseurs de matières ou de fournisseurs. Il y a un problème? Quelqu'un qui essaie de parler? C'est la classe numéro 4. Oui, exactement. Justement, c'est la classe numéro 4 et plus précisément, on est dans le passif, ce qu'on a appelé le passif circulant. Passif circulant. Exact. Deuxième élément, on a les titres de participation. Là, je suis en train, faites attention, en même temps, on est en train de corriger ensemble et en même temps, je fais des rappels. Hein. Donc, deuxième élément, les titres de participation. Exactement. Faut faire attention à ne pas confondre avec les titres et valeurs de placement. On avait dit, qui peut me rappeler, s'il vous plaît, la différence entre titre de participation et titre et valeur de placement?
Donc déjà sur le plan comptable, si vous revoyez le plan comptable, les titres de participation, on les retrouve dans les immobilisations financières. Les titres et valeurs de placement, on les retrouve dans l'actif circulant. D'accord? La classe 3. Par contre, les titres de participation, c'est la classe 2. C'est les immobilisations. C'est quoi la différence? Les titres de participation, puisqu'on les retrouve dans les immobilisations, vous savez très bien que les immobilisations, ça se retrouve en haut du bilan. D'accord? Dans la partie haute du bilan, c'est ce qui est le long terme. Donc, ça signifie que les titres de participation, c'est des titres, c'est des actions que l'entreprise peut acquérir, mais dans un objectif de contrôle et de prise de contrôle sur le long terme. Ça veut dire qu'elle va acheter des actions d'une autre entreprise pour très longtemps. D'accord? Donc, le but de l'entreprise, c'est justement prendre le contrôle et prendre des décisions, être actionnaire principal au sein du capital d'une autre entreprise. Par contre, si l'entreprise achète des actions, mais qu'elle a l'intention de les vendre sur le court terme, ce qu'on appelle des acquisitions d'actions à but spéculatif, c'est pour gagner de l'argent et faire des gains sur le très court terme, eh bien dans ce cas, on parle de titres et valeurs de placement. Et le mot placement, c'est justement cet objectif de spéculation. Je fais un placement pour gagner de l'argent. C'est ça le principal objectif. Contrairement au titre de participation, l'acquisition de ces titres n'a pas l'objectif de gagner de l'argent, mais c'est un objectif de prise de contrôle sur le long terme dans le capital d'une autre entreprise. Donc faites attention à ne pas confondre titre de participation et titre et valeur de placement. Troisième élément, client et compte rattaché. Donc, client et compte rattaché, c'est le compte, je dirais, asymétrique par rapport au fournisseur. On le retrouve dans la classe... L'actif circulant. Exactement. La classe 3, l'actif circulant, les créances clients, tout simplement. Ça veut dire toutes les créances, tout l'argent que les clients doivent me payer sur le court terme. D'accord? Et c'est pareil pour les fournisseurs. Quand je dis fournisseur, eh bien, c'est une dette envers les fournisseurs. Je dois régler un montant à mes fournisseurs sur le court terme. Quand je dis court terme, c'est inférieur à une année. Quatrième élément, on a les banques, solde débiteur. Donc, on a précisé banque, solde débiteur. Trésorerie Exactement. passif. Oui. Il s'agit d'un compte de trésorerie. Donc, tout simplement, et trésorerie actif et non pas passif. Si on avait solde créditeur, à ce moment-là, on pourrait inscrire donc cet élément dans la trésorerie passive. Par contre, il s'agit d'un solde débiteur. Donc, on a dit c'est le raisonnement inverse chez les banques. Chez les banques, quand vous entendez débiteur, ça signifie que vous êtes sur le négatif. Mais en comptabilité, quand je dis débiteur, ça veut dire j'ai de l'argent en compte bancaire. J'ai un solde positif. Donc, banque, il s'agit de la trésorerie active, 60 000. Cinquième élément, les frais préliminaires. Donc, frais préliminaires, exactement, plus particulièrement. Exact. Les frais préliminaires, pouvez-vous me donner un exemple de frais préliminaires? Donc, comme leur nom l'indique, préliminaires, ça veut dire que c'est des frais que supporte l'entreprise au moment... Exactement. Au moment de la création. Pour la création de la société. Oui, exact. Donc, c'est notamment les frais de publicité dans un journal d'annonce légale pour faire connaître l'entreprise. D'accord? C'est les frais d'enregistrement ou d'inscription au registre de commerce. Donc, il peut s'agir également des frais d'immatriculation. D'accord? Tous ces frais, par exemple, un acte notarial, justement, les frais d'acte auprès d'un notaire pour justement créer la société entre 2 ou 3 associés. Ça aussi, ça peut faire partie des frais préliminaires. Donc, c'est tous les frais qui se font au moment de la création de l'entreprise. On a la possibilité de les mettre en immobilisation en non-valeur. Vous allez me dire, immobilisation, c'est pour le long terme, c'est quelque chose qui est figé. Eh bien, c'est vrai que ces immobilisations, comme leur nom l'indique, non-valeur. Ils n'ont pas de valeur, c'est qu'on appelle aussi des immobilisations fictives. Le plan comptable a accordé leur inscription au niveau de l'actif immobilisé pour la simple raison pour pouvoir constater ou les étaler sur plusieurs exercices. Parce que pour les immobilisations, on procède à ce qu'on appelle l'amortissement.
ça veut dire on étale la charge sur plusieurs années, et bien c'est pourquoi on enregistre ces frais dans les... ça signifie que ces frais, à un moment donné, ils vont disparaître du bilan de l'entreprise. Donc, et plus précisément au bout de 5 ans. On ne dépasse pas 5 ans pour inscrire les frais préliminaires dans le bilan. Au-delà de 5 ans, on n'aura plus ces frais préliminaires au niveau du bilan. D'accord? On les inscrit pour pouvoir les étaler parce que généralement, c'est des frais très, très importants, c'est des montants très élevés au moment de la création. Donc, d'accord? C'est un coût un peu qui pèse pour l'entreprise. Et on lui accorde cette possibilité de l'inscrire en immobilisation et de pouvoir l'étaler sous forme de dotation aux amortissements. Sixième élément, donc emprunt auprès des établissements de crédit. Là, ça, on l'a vu ensemble. Emprunt Autre dette de financement. exactement, on les retrouve dans le financement permanent. Donc, c'est les dettes ou les dettes envers tout simplement un établissement de crédit, envers la banque, en matière d'emprunt bancaire. Et c'est sur le long terme. Capital social ou personnel, ça on l'a vu en tout début du cours. On a précisé que le capital, c'est un élément primordial pour pouvoir créer une entreprise, d'accord? Et cet élément, c'est ce qui va permettre de créer et de disposer pour pouvoir, de disposer d'immobilisation pour pouvoir démarrer l'activité. Et on avait dit également que le capital, il est composé par les apports des associés ou des actionnaires au sein de l'entreprise. Comme il peut s'agir d'un capital individuel qui est personnel apporté par une seule personne. Et on a parlé d'apport où on a dit que l'apport peut être en numéraire, c'est de l'argent. L'apport peut être en nature, apporter un bien, quelque chose de corporel. Un apport en industrie, on a dit, c'est le savoir-faire quand on apporte son savoir-faire à l'entreprise. J'apporte ma compétence pour toute la durée d'activité. Je m'engage à fournir donc mon savoir-faire pour l'entreprise. Donc, capital social, donc, c'est le premier élément qu'on retrouve dans le passif et dans le financement permanent. 8, numéro 8, marchandises. Où est-ce qu'on retrouve cet élément du patrimoine? Non, stock, dans le stock. Exactement. Exactement, il s'agit de stock de marchandises. Je vous avais dit, faites attention quand vous entendez le mot marchandise, parce que le compte marchandise, il est appelé comme ça, marchandise. On ne rajoute pas le mot stock. Par contre, la rubrique s'appelle stock. D'accord? Et il ne faut pas confondre avec achat de marchandises. Achat de marchandises qui est un élément de charge qu'on retrouve dans le CPC. N'est-ce pas? Donc ne mélangez pas. Et rappelez-vous, on avait vu ensemble dans un cas pratique, qu'est-ce que je retrouve en général dans un bilan de fin d'exercice? Quelle valeur je vais retrouver au niveau de stock de marchandises? Est-ce qu'il va s'agir du stock initial ou est-ce qu'il va s'agir du stock final? Stock final. Bien sûr, on avait vu ensemble qu'il s'agit du stock final quand on va enregistrer dans le bilan à la fin de l'exercice. D'accord? Le stock initial, c'était le stock final de l'exercice précédent. D'accord? Et ainsi de suite. Neuvième élément, donc fonds commercial. Oui? Immobilisation incorporelle. Exactement. Fonds commercial, c'est une immobilisation incorporelle. Et là aussi, je me rappelle, j'ai mis l'accent sur la distinction entre fonds commercial et fonds de commerce. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Fonds commercial, on avait dit, Oui. c'est l'élément... qui peut me rappeler? Mademoiselle Belsfar, peut-être? Oui, alors on a dit que le fonds commercial, c'est le fonds de commerce. Non, je me rappelle plus en fait. Je me rappelle rappelle, plus moi, je me exactement, rappelle ça très fonctionne. bien, vous m'avez répondu de la même manière et c'était l'inverse, d'accord? Fonds de commerce, Ah oui. fonds de commerce égale fonds commercial plus les éléments corporels. Je répète, Ah ouais. le fonds de commerce, ça n'existe pas dans le plan comptable.
D'accord? Ce qui existe dans le plan comptable, c'est le fonds commercial. C'est l'élément incorporel. Et les éléments corporels, vous les connaissez. C'est toutes les immobilisations corporelles. Matériel, Oui. mobilier, etc. Donc, le fonds de commerce, c'est un terme qu'il faut connaître, mais qui n'existe pas dans le plan comptable. Mais il faut savoir que le fonds de commerce comprend deux éléments. Le fonds commercial, qu'on retrouve dans les immobilisations incorporelles, et il comprend tout ce qui est corporel. Matériel, mobilier, machines, etc. D'accord? Fonds commercial, on a dit, c'est les éléments incorporels qui ne se touchent pas. D'accord? Qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à... C'est pas palpable. Et j'ai donné l'exemple de la clientèle, de l'emplacement, de l'image de marque ou donc de l'entreprise, n'est-ce pas? De sa notoriété, ça veut dire sa place sur le marché. Donc tout ça, c'est des éléments qui ont de la valeur, mais qu'on ne peut pas toucher. D'accord? Mais qu'on prend en compte au moment des négociations. Si je prévois de vendre une entreprise, eh bien je vends une entreprise notamment commerciale par exemple, eh bien je vends non seulement le local, les machines, etc., les comptoirs, les rayonnages, les marchandises, mais je vends également le fonds commercial. Je vends la clientèle, je vends l'emplacement, je vends l'image de marque, d'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le fonds commercial qui est effectivement le premier élément qu'on retrouve dans les immobilisations incorporelles. Installation technique, matériel et outillage, on a dit. Actif immobilisé. Exact, c'est de l'actif immobilisé. Rubrique. Oui. Immobilisation corporelle. Oui, rubrique immobilisation corporelle, c'est tout ce qui est machine, donc machine de production, matériel industriel, outillage, d'accord? Et qu'on retrouve justement, on a dit, dans les immobilisations corporelles. Maintenant, la caisse, là, on revient à la trésorerie active. Donc, c'est le deuxième poste qu'on retrouve dans la trésorerie active, pardon. Donc, la caisse. Et on a matériel de transport. Donc, c'est une immobilisation corporelle. D'accord? C'est un poste 234, matériel de transport. Mobilier, matériel de bureau et aménagement divers. Donc, c'est tout ce qui est, c'est comme son nom l'indique, on a le mobilier, c'est tout ce qui est meubles, chaises, tables, armoires, placards, tout ce que vous voulez. Matériel de bureau, c'est tout ce qui est photocopieuse, fax, etc. Aménagement. Exactement. Et on retrouve également dans les aménagements divers le matériel informatique qui rentre également dans ce compte. Donc, ça rentre toujours dans l'actif immobilisé, immobilisation corporelle. État débiteur, on l'avait vu ensemble au moment où on a fait la facturation, n'est-ce pas? On a utilisé ce compte, c'est dans l'actif circulant. Donc, et on avait vu ensemble qu'on retrouvait généralement la TVA récupérable très souvent on retrouvait la TVA récupérable sur les achats, d'accord? Parce qu'on a dit elle est récupérable, je dois la récupérer, je dois enregistrer donc cette créance envers l'État. Ok. Et puis, dernier élément qu'on a ici, dette sur acquisition d'immobilisation. Donc, c'est un compte qu'on avait découvert la dernière fois ensemble en matière d'acquisition d'immobilisation. On a dit quand j'achète une immobilisation à crédit, eh bien, on a deux possibilités. Soit le crédit, il est à court terme, inférieur à une année, on va utiliser le compte dette sur acquisition d'immobilisation, qui est un compte, puisque je dis inférieur à une année, donc je vais le retrouver dans le passif circulant, n'est-ce pas? Exactement le compte ou le poste 448, autre créancier. Soit le crédit, il va être supérieur à une année. Et dans ce cas, je vais utiliser le compte fournisseur d'immobilisation qu'on va retrouver dans le long terme, financement permanent. D'accord? Dans autre dette de financement, on a un compte fournisseur d'immobilisation. Donc, faites attention quand vous distinguez fournisseur d'immobilisation et dette sur acquisition. Donc, dette sur acquisition, c'est le court terme. Fournisseur d'immobilisation, c'est le long terme. Donc là, on vous demande, première question, de représenter le bilan en poste. Donc, c'est ça. Donc, bilan au 31. Je vais essayer d'agrandir. Donc, bilan au 31/12/2019 en poste. Donc, c'est ça.
Donc l'actif, donc là j'ai mis actif immobilisé financement permanent, donc qui sont mes classes. Ensuite la rubrique, donc deux chiffres, 21 c'est les IMO en valeur, 22 les IMO incorporels, 23 les IMO corporels et 25 les immobilisations financières. Et de l'autre côté de la même chose, on a une seule rubrique qui est les capitaux propres, on a enregistré le capital social et les autres dettes de financement. Et deuxième partie du bilan, c'est le court terme, actifs circulants et passifs circulants. On avait dit on avait les marchandises et les clients, d'accord. Pardon, là c'est client, c'est ici. Créance. Voilà. Donc dans les créances, j'ai les clients et j'ai état débiteur. Donc c'est 3, 4, 2. 342 et état débiteur. L'autre côté, j'ai le fournisseur et compte rattaché et autres créanciers. D'accord, c'est dette sur acquisition d'immobilisation dont j'ai parlé. Et trésorerie actif, j'ai la banque et la caisse. Trésorerie passif, je n'ai rien. Bien sûr, et bien évidemment, comme je vous ai dit au départ, il faut s'assurer de l'équilibre total de votre bilan. Total actif, il doit être égal au total passif. Une manière de vous assurer que vous avez inscrit les éléments au bon endroit. Et bien sûr, regardez, chaque fois j'ai calculé le total des classes parce que je vais m'en servir pour répondre à la deuxième question, n'est-ce pas? La deuxième question qui calculait le fonds de roulement, on avait dit il faut passer par le bilan fonctionnel ou le bilan en masse pour pouvoir faire le calcul du fonds de roulement, du besoin et de la trésorerie. Donc j'ai fait... Oui, C'est 164 000, le fonds de roulement. exactement, oui. Donc vous avez remarqué, donc j'ai fait d'une pierre deux coups, j'ai fait la présentation du bilan en poste, mais en même temps j'ai calculé mes classes pour pouvoir faire le calcul et faire l'analyse financière du bilan. Effectivement, le fonds de roulement, on avait dit c'est le financement permanent, donc moins l'actif immobilisé. Je vais agrandir un peu. Et le financement permanent, regardez, c'est 468. L'actif, c'est 304 000. D'accord? Donc là, voilà. Donc 468 moins 304 000, ça me fait un fonds de roulement de 164 000. N'est-ce pas? Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait commenté quand le fonds de roulement il est positif, négatif, etc. Et qu'est-ce qu'on a dit quand le fonds de roulement est positif? C'est quoi les possibilités et quelle est la conclusion que je peux retirer suite au fonds de roulement qui est positif? C'est que la situation de l'entreprise, c'est que la situation en faveur de l'entreprise et que l'entreprise n'est pas déficitaire. Oui, que la situation financière de l'entreprise elle est plus ou moins stable, mais c'est surtout, quand je dis la situation financière, je me focalise sur le haut du bilan. Quand vous dites la situation elle est favorable, il faut dire la partie haute du bilan, les ressources permettent de financer les emplois. D'accord? Donc, s'il y a un excès, ça va permettre de financer la totalité des besoins en fonds de roulement. Exactement, c'est ça. Et informer aussi la trésorerie de l'entreprise. Exact, très bien, ouais. C'est ça. Donc le fonds de roulement qui est positif, ça m'amène à conclure deux choses. D'abord, plutôt je dirais trois choses. D'abord que les ressources stables permettent de financer les emplois stables, ça veut dire toutes les ressources stables qui sont long terme permettent de financer le haut du bilan qui est les immobilisations. Ça c'est d'une part, c'est très bien. Deuxième chose, le fonds de roulement quand il est positif, donc ça veut dire que les ressources dépassent les emplois stables et il y a un excédent qui reste. Cet excédent, je vais l'exploiter. Si jamais j'ai un besoin en fonds de roulement, je peux l'absorber ou le supporter grâce à cet excédent. D'accord? Et éventuellement, si il me reste encore d'excédent après l'absorption du besoin, eh bien, je peux avoir une trésorerie positive. Et on a dit, il faut faire attention à la trésorerie pour qu'elle ne soit pas trop importante,
et il faut que cette trésorerie soit réinvestie. Investi. Voilà, L'argent exactement. doit bouger, il ne doit pas rester. Exactement, elle ne doit pas rester gelé. Il ne faut pas que l'argent soit gelé. Il faut qu'il soit réutilisé, placé pour régénérer des revenus. Exact. Donc, dans notre cas, on va voir est-ce que le fonds de roulement va servir justement à supporter un besoin si on a un besoin en financement. D'accord? Ça nous ramène à calculer le besoin de financement global qui est l'actif circulant moins le passif circulant. Donc l'actif circulant 137 000 moins le passif qui est de 50 500. J'obtiens un besoin de 86 500. Donc on a dit le besoin de fonds de roulement positif. D'accord? Ça signifie que les créances d'exploitation sont supérieures à mes dettes d'exploitation, n'est-ce pas? Eh bien, dans ce cas, l'entreprise, soit elle va utiliser, si elle a un excédent de fonds de roulement pour absorber justement et supporter ce besoin, soit elle sera obligée, si jamais le fonds de roulement n'est pas suffisant, elle va être amenée à faire des dettes ou des emprunts à court terme. D'accord? Dans notre cas, qu'est-ce qui s'est passé? On a déjà un excédent de fonds de roulement. Cet excédent, justement, va permettre justement de répondre à ce besoin de financement global parce que 164 000, c'est supérieur à 86 500. Donc, je peux largement supporter le besoin. Et il me reste encore la différence. Et cette différence, c'est ce qui va me ramener à la trésorerie nette. Fonds de roulement moins besoin fonds de roulement. Elle est positive. Et c'est logique. Donc, le fonds de roulement, il dégage un excédent. Cet excédent m'a permis d'absorber le besoin. Et il me reste encore de l'argent. C'est la trésorerie nette, 77 500. Donc, trésorerie positive, c'est une très bonne chose pour la société. Ça veut dire que elle est en bonne situation financière et qu'elle peut éventuellement rembourser ses dettes. Elle n'a aucun problème. Elle a de l'argent. Elle a des liquidités en poche, n'est-ce pas? Mais on a dit faire attention à ce que l'argent ne soit pas gelé et il faut s'assurer pour que l'entreprise réinvestisse donc ces excédents de trésorerie sous forme de placement bancaire ou sous forme de placement financier pour justement régénérer des revenus. D'accord? Donc, c'est ce qui a été écrit ici. Donc, le fonds de roulement, quand un fonds de roulement est positif, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. L'excédent permet de financer en totalité. Dans notre cas, il permet de financer en totalité le besoin de fonds de roulement. Dans des cas, il peut financer partiellement le besoin. D'accord? D'accord? Ça dépend des cas. Si j'avais un besoin de financement donc, qui est supérieur à 164 000, par exemple 170 000, eh bien, le fonds de roulement il va permettre uniquement d'absorber 164, donc partiellement le besoin. Donc, il reste 6 000 dirhams, d'accord, de besoin auquel il faut y remédier à travers des contrats à court terme, comme j'ai dit. Donc, il faut procéder à des emprunts à court terme pour justement répondre à ce besoin de financement global. Besoin de fonds de roulement positifs, les emplois d'exploitation sont supérieurs aux ressources d'exploitation. L'entreprise doit alors financer ses besoins à court terme, soit par son fonds de roulement, soit par des dettes financières à court terme. Dans notre cas, par son fonds de roulement. N'est-ce pas? Et puis, trésorerie nette positive. La trésorerie positive est le signe que la société peut rapidement payer une dette. Donc, elle a des liquidités, donc elle n'a pas de risque en termes de liquidité. Il faut veiller juste à ce que l'argent excédent en trésorerie soit réinvesti. Donc, réinvesti pour éviter de l'argent oisif. L'argent oisif, c'est l'argent qui est gelé et qui ne régénère pas de revenus. Ce qu'on appelle l'argent oisif. D'accord? Donc c'est ça, on a répondu à la question, on a fait les calculs, en même temps, on a commenté justement les résultats obtenus. Donc, des questions? Donc, aucune. Donc là, j'arrive à la dernière section, toujours dans l'analyse financière, mais cette fois-ci, on va aborder l'analyse financière du CPC. D'accord? Donc l'analyse financière du CPC ou le compte de résultat, c'est
on a dit c'est le deuxième document de synthèse comptable qui est obligatoire pour l'entreprise, qui se fait à la fin de chaque exercice. Et on a dit on y retrouve, ça décrit les produits et les charges supportés par l'entreprise au titre d'un exercice donné. Donc quand je dis exercice, c'est 12 mois. D'accord? Maintenant, quand on va parler d'analyse financière du CPC, eh bien, rappelez-vous, quand on essayait de l'établir, eh bien, on faisait une partie de l'analyse financière. Parce qu'on calculait des indicateurs qui sont très utiles pour la prise de décision au sein de l'entreprise. Rappelez-vous, au niveau du CPC, on calculait le résultat d'exploitation, on calculait le résultat financier, le résultat courant, le résultat non courant. Ça, c'est des indicateurs donc, qui relèvent justement de l'analyse financière. On a déjà fait une bonne partie de l'analyse financière. C'est vrai qu'on n'a pas commenté, mais ces indicateurs ou ces soldes qu'on a déjà calculés, justement, ça rentre dans ce qu'on appelle l'analyse financière du CPC. D'accord? D'accord? Et qu'on va revoir dans les exercices. Donc le CPC, donc pour pouvoir faire l'analyse financière du CPC, on passe par ce qu'on appelle l'état des soldes de gestion, ou ce qu'on appelle le tableau de formation du résultat, ou surtout l'état des soldes de gestion. Je vais me focaliser sur l'état des soldes de gestion. Donc l'état de soldes de gestion, c'est un état que l'entreprise est tenue de joindre justement au bilan et au CPC. Et dans cet état, elle fait le calcul de certains éléments dont la base figure dans le CPC. On va voir les éléments ensemble. Donc l'état de solde de gestion permet de visualiser à travers des soldes de gestion comment l'entreprise a généré le résultat net qu'on retrouve en bas du CPC. D'accord? Et sa capacité d'autofinancement aussi. Mais nous, on ne va pas voir la capacité d'autofinancement ensemble. On va s'arrêter tout simplement à comprendre comment l'entreprise est arrivée à réaliser le résultat net. Ça veut dire quels sont les éléments qui ont fait qu'elle a réalisé ce résultat. D'accord? Bien sûr, on sait que le résultat net, c'est résultat d'exploitation plus résultat financier plus résultat non courant. Mais le résultat net dégagé, il peut s'expliquer uniquement par le résultat d'exploitation. D'accord? Le résultat non courant, il n'est pas significatif. Le résultat financier non plus. Comme ça peut être l'inverse. D'accord? Je peux avoir un résultat net qui est positif, mais qui s'explique uniquement par un résultat financier qui est très élevé. L'exploitation, elle est en chute. Le non courant, il n'y a pas grand-chose. Donc, ça peut indiquer à l'entreprise, justement, il ne suffit pas de dire c'est bon, j'ai réalisé un résultat positif, alors je suis en bonne situation financière. Non, il faut comprendre d'où provient ce résultat positif. Parce que si ce résultat positif, il revient au simple résultat financier, eh bien, ça ne veut rien dire. Ça veut dire que l'entreprise, elle est devenue une entreprise de placement. D'accord? Ça n'a rien à voir avec l'exploitation. Alors que c'est l'exploitation qui devrait générer des résultats. C'est l'activité de l'entreprise qui doit générer des résultats. N'est-ce pas? Et dans l'exploitation, c'est là où on retrouve les ventes, les produits, les charges, etc. N'est-ce pas? Donc, si j'ai un résultat d'exploitation très élevé, c'est une bonne indication au niveau de l'activité de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, que l'activité marche bien, que l'affaire elle est bonne et qu'on réalise un chiffre d'affaires très très élevé par rapport aux charges supportées par l'entreprise. Parce que c'est ça l'objectif de toute entreprise, quelle que soit sa nature d'activité. Eh bien, son objectif, c'est réaliser des bénéfices, n'est-ce pas? Et de minimiser ses coûts. D'accord? L'entreprise, elle supporte des coûts, elle encaisse un chiffre d'affaires. Eh bien, l'objectif, c'est justement minimiser les coûts et maximiser le chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Donc, dans l'état des soldes de gestion, on a dit, on l'appelle état des soldes de gestion. Ça veut dire que c'est un état qui regroupe plusieurs soldes de gestion. On va voir ces soldes ensemble. Le premier solde qu'on retrouve dans cet état, c'est la marge brute, ou ce qu'on appelle aussi la marge commerciale. D'accord? Marge brute, c'est, regardez la formule avec moi, c'est les ventes de marchandises moins achats revendus de marchandises. Je répète, la marge brute ou la marge commerciale est égale la vente de marchandises moins achat revendu de marchandises. Si vous remarquez cette formule ou ce solde, est-ce que vous remarquez qu'il exclut un type d'entreprise? Vous vous rappelez la classification des entreprises?
On avait vu l'entreprise commerciale selon l'activité et l'entreprise industrielle. Et, eh bien, cette formule de marge brute, elle concerne uniquement quoi? Qui? Commercial. Exact. La marge brute, c'est un indicateur ou c'est un solde que je peux calculer uniquement pour l'entreprise commerciale. L'entreprise commerciale, elle achète des marchandises et elle revend ces mêmes marchandises. Il n'y a pas de processus de transformation, il n'y a pas de processus d'industrialisation ou de fabrication. D'accord? C'est un indicateur qui est propre à l'entreprise commerciale. C'est pourquoi on parle uniquement de vente de marchandises. Donc, rappelez-vous uniquement marge commerciale. Donc, c'est lié à l'entreprise commerciale. Marge commerciale égale vente de marchandises moins achat revendu. Qu'est-ce que j'entends? Vous connaissez le mot marge, ça veut dire qu'est-ce que j'ai gagné? Eh bien, je vais gagner la différence, ma marge commerciale par rapport à ce que j'ai vendu et par rapport à ce que j'ai acheté. J'achète des marchandises, n'est-ce pas, à un prix, je vais le revendre bien sûr à un prix supérieur. Eh bien, la différence, c'est là ce qu'on appelle la marge commerciale. D'accord? Donc, regardez, donc on vous dit il s'agit d'un indicateur qui est propre aux entreprises commerciales, ce qu'on appelle aussi les entreprises de négoce. D'accord? C'est des entreprises qui achètent des marchandises et qui font la revente en l'état. Ça veut dire le même état de marchandise, il est gardé et on vend la même marchandise on joue le rôle de détaillant, d'intermédiaire ou de grossiste. D'accord? Il s'agit de premier solde intermédiaire de gestion. Il indique la marge réalisée par l'entreprise sur sa seule activité de négoce. D'accord? Elle s'obtient par la différence entre les ventes de marchandises nettes, des rabais, remises et ristournes, bien sûr. Parce que les ventes, il faut enlever les rabais, remises, ristournes qu'on accorde. D'accord? Parce que les ventes, on les enregistre, n'oubliez pas, au net commercial, on enlève les rabais, remises, ristournes. N'est-ce pas? Donc, rappelez-vous, on avait dit que les ventes au niveau du CPC, on les enregistre au net commercial. C'est pourquoi là, on vous rappelle que les ventes sont nettes des rabais, remises, ristournes qui sont accordés. Et les achats, bien évidemment, les achats revendus, nets aussi des rabais, remises, ristournes obtenus. D'accord? Donc ça, c'était... Oui? Donc, j'ai une question, je m'excuse. Oui. En ce qui concerne les réductions commerciales, rabais, remises, ristournes, علاش ما كنديروش لهم l'enregistrement comptable? Oui, très bonne question et j'en ai parlé la dernière fois. J'ai dit les rabais, remises, ristournes, ça existe dans le plan comptable, d'accord? Mais on les enregistre. Regardez avec moi. Je vous montre le plan comptable. Comme ça, vous allez suivre avec moi. Plan comptable. Je crois le compte 4427, 4427. Rabais, remises, ristournes accordées. Attendez. Dans le cas... Non, il faut pas regarder ça parce que ça, c'est à accorder. D'accord? Ça, c'est un compte, on le met dans c'est un compte intermédiaire en fait. On le fait à la fin de l'exercice pour les factures auxquelles je prévois d'accorder. D'accord? Ne regardez pas je vais aller regarder la classe 6. Classe 6, c'est là où on retrouve, regardez, rabais, remise, ristourne, obtenu. Vous remarquez? Obtenu. Ou bien dans la classe 7, rabais, remise, ristourne, accordé. C'est pas à accorder. Accordé. Déjà accordé. D'accord? Donc, attention, ne mélangez pas les comptes. Donc, c'est pourquoi j'ai fait exprès de ne pas parler de compte avec vous, mais de parler surtout de poste. D'accord? Parce que vous allez avoir la confusion. Rabais, remise, ristourne à accorder, c'est un compte de régularisation qu'on fait en comptabilité à la fin des exercices. Quand je prévois d'accorder un rabais, remise, ristourne que je n'ai pas encore accordé, mais je prévois de l'accorder pour avoir une bonne situation financière qui reflète l'image fidèle, eh bien, j'enregistre ça. Mais nous, regardez, on a un compte. Je vais prendre accordé. Regardez, pour les ventes de marchandises,
le poste 711, j'ai le compte vente de marchandises 7111 et j'ai le 7119 rabais remise ristourne accordé par l'entreprise. Mais rappelez-vous, quand on faisait le CPC, on n'utilisait pas pardon, ce compte. Qu'est-ce qu'on utilisait dans le CPC? On utilisait quoi? On utilisait le poste, n'est-ce pas? Et dans le poste, qu'est-ce qu'on mettait? Quel montant? On mettait le montant du net commercial. D'accord? Ça signifie qu'on a pris le montant de la vente et on a réduit rabais, remise, ristourne, accordé. Et c'est pourquoi le 711, il va être net de rabais, remise, ristourne. Donc les rabais ou remises sont déjà diminués de la vente. Quand est-ce que je vais comptabiliser les rabais, remises, ristournes? On a dit les rabais, remises, ristournes, ça ne se comptabilise pas. Quand je dis ça ne se comptabilise pas, ça veut dire que je ne vais pas l'enregistrer au niveau de la comptabilité dans le journal de l'entreprise. J'en prends en compte dans mes calculs parce que je diminue ça des ventes. Mais je ne vais pas enregistrer le compte à part que dans le cas où j'ai des factures à voir. C'est dans ce cas que je procède à la comptabilisation des rabais, remises, ristournes. Mais sinon, dans l'autre cas, j'ai déjà fait le calcul et j'ai enregistré la vente avec un net commercial, qui est le poste 711. Il y a déjà la diminution donc des rabais, pas la peine d'enregistrer ou d'inscrire un autre poste ou un autre compte dans le CPC. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur Ataya? Monsieur Ataya? Donc c'est monsieur Ataya qui m'avait posé la question, non? Oui, madame, oui, c'est Adé. Oui, madame, oui. غير عندي البيسي كيبوغي شويه داكشي علاش. D'accord. Donc est-ce que j'ai répondu à votre question? Donc j'ai répondu à votre question, c'est bon, on avance? Oui, madame, oui, c'est bon, merci. Très bien. Ok, donc je reviens donc à mon cours. Donc ça s'est fermé parce que j'ai ouvert un autre fichier PDF. Très bien. Donc on a dit le premier indicateur, c'était la marge commerciale. Deuxième indicateur, c'est ce qu'on appelle la production. D'accord? La production. Et là, je vais rentrer dans l'autre type d'entreprise qui est l'entreprise industrielle, n'est-ce pas? Dans la production, donc comme son nom l'indique, il s'agit tout simplement du montant ou de la valeur des ventes des biens et des services produits par l'entreprise, plus ou moins la variation de stock. N'oubliez pas, on avait vu ensemble la variation de stock final moins stock initial. Donc ça peut être positif. Ça peut être négatif ou positif. Exactement, ça peut être positif ou négatif. Et j'oublie pas de rajouter également les immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même. Vous savez, ça c'est un élément qu'il faut connaître, mais ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas évalué sur cet élément, mais il faut connaître que l'entreprise peut très bien produire elle-même les immobilisations. D'accord? Au lieu de les acheter, elle peut produire elle-même. Et bien cette production, elle a la possibilité d'enregistrer comme dans le cadre de sa production, il s'agit d'un produit. D'accord? Immobilisation produite par l'entreprise pour elle-même, il s'agit d'un produit pour l'entreprise. Elle a même le droit donc de déclarer la TVA sur cette immobilisation qu'elle a produite pour elle-même. C'est comme si elle a acheté une immobilisation auprès d'elle-même, tout simplement. Donc pour la production, je prends les ventes des biens produits, je rajoute plus ou moins la différence entre le stock final et le stock initial et je rajoute également si j'ai des immobilisations produites, parce que les immobilisations produites, c'est également un produit d'exploitation de l'entreprise. Donc la production concerne ce que l'entreprise a réellement produit, qui peut être stocké ou immobilisé ou vendu, n'est-ce pas? Eh bien ce solde permet d'obtenir une opinion valable sur le niveau d'activité de l'entreprise. Donc, quand je calcule cet indicateur ou ce solde, j'ai une idée ou une opinion sur le niveau d'activité d'entreprise. Combien elle produit, d'accord, combien elle peut stocker, ou bien peut-être la production, elle relève beaucoup plus des immobilisations produites. Donc, elle peut se situer et dire quel est l'élément
qui justement explique sa production. Donc la production, normalement, elle doit être positive, bien sûr, et elle doit s'expliquer plus ou moins par les ventes, parce que les ventes de biens et services produits, qui est la principale activité de l'entreprise, elle doit être beaucoup plus élevée que les autres éléments, notamment les stocks et les immobilisations. D'accord? Ça, c'est la normale. D'accord? Je peux très bien avoir des immobilisations pour un exercice donné exceptionnellement qui sont supérieures, mais la normale, c'est que les ventes soient supérieures et la principale part de la production s'explique par ces ventes, justement. D'accord? Donc, elle a dit la production, je vais désormais la calculer pour l'entreprise dans l'activité, elle est industrielle. D'accord? Le troisième indicateur ou troisième solde que je peux calculer, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. La valeur ajoutée de l'entreprise. Eh bien, la valeur ajoutée, on va utiliser les deux précédents soldes qui sont la marge, s'il s'agit d'une entreprise commerciale, plus la production, s'il s'agit d'une entreprise industrielle. Si l'entreprise qui fait les deux, on va rassembler les deux éléments, moins la consommation de l'exercice. D'accord? Je reprends la valeur ajoutée. D'accord? Comme son nom l'indique, hein, c'est la valeur réalisée en plus par l'entreprise. Qu'est-ce qu'elle a apporté en plus, l'entreprise? Eh bien, elle va prendre sa marge, elle va rajouter la production, elle va diminuer tout ce qui a été consommé pour avoir ce qu'elle a réellement ajouté. C'est justement son activité. D'accord? C'est la transformation ou l'industrialisation ou la fabrication, peu importe. Et la consommation, c'est tout ce qui a été consommé, que ce soit en termes consommation de biens ou services, consommation de matières et fournitures, ou consommation de marchandises consommation de matières et fournitures non stockables. Rappelez-vous, les eau, électricité, ça rentre aussi dans les matières et fournitures qui sont réellement consommées par l'entreprise. D'accord? Je reprends. Valeur ajoutée, c'est la valeur réalisée par l'entreprise suite à son activité. Cette valeur est égale à la marge réalisée sur son activité commerciale, plus la production de l'exercice, moins c'est ce qui a été consommé pendant l'exercice. Ce qui a été consommé, c'est pas forcément les achats, hein, parce que je peux faire des achats, mais je consomme une partie non. Je prends uniquement la partie qui a été consommée. Donc, ce qu'on appelle les achats consommés. D'accord? Ça, c'était le troisième indicateur. Vous pouvez dire que quand on calcule, vous entendez certainement parler de la valeur ajoutée des entreprises au niveau du PIB donc du royaume ou bien du PIB du pays. Eh bien, la valeur ajoutée, elle est calculée comme ça. On prend la valeur ajoutée de l'ensemble des entreprises et on fait la somme de l'ensemble de ces valeurs ajoutées pour avoir justement l'apport du secteur privé, qui sont les entreprises, à l'économie du pays. D'accord? Et on dit également que la variation de la valeur ajoutée d'un exercice à l'autre, quand elle augmente, eh bien c'est un indicateur de croissance. Ça signifie que l'entreprise réalise une réelle richesse d'un exercice à l'autre. D'accord? Donc retenez la valeur ajoutée. Donc, c'est la marge commerciale augmentée de la production moins ce qui a été consommé. Et la valeur ajoutée, ça traduit la richesse créée par l'entreprise. Et cette richesse, c'est ce qui sert de base de calcul de l'apport de l'entreprise au niveau de l'économie du pays. Et c'est également un indicateur, on l'appelle également un indicateur de croissance. Plus elle est élevée, plus on dit que l'entreprise elle est en croissance. D'accord? J'arrive au quatrième solde qui est l'excédent brut d'exploitation. D'accord? L'excédent brut d'exploitation, on peut également appeler, on peut l'appeler également insuffisance brute d'exploitation. Ça dépend de la valeur de ce solde. S'il est positif, on l'appelle excédent. S'il est négatif, on l'appelle insuffisance brute d'exploitation. C'est quoi la formule de ce solde? On prend la valeur ajoutée qu'on vient de calculer. Donc jusque-là, regardez, il y a un lien entre les différents soldes. Hein. Marge donc la marge, elle est toute seule parce qu'elle concerne uniquement les entreprises commerciales. La production, regardez, la production, c'est les ventes, plus ou moins la variation, plus les IMO produites. La valeur ajoutée, on va utiliser la marge brute, la production et on enlève la consommation. Et là, j'arrive à l'excédent brut. Là, cette fois-ci, je vais prendre le dernier solde qui est la valeur ajoutée.
je rajoute les subventions d'exploitation. Rappelez-vous, on en a parlé, subventions, on a dit c'est les aides financières apportées par l'État, mais qui sont liées à l'exploitation. Et on enlève les impôts et taxes et les charges de personnel. D'accord? C'est un indicateur qui peut être, comme j'ai dit, positif ou négatif. Parce que quand il est positif, ça signifie quoi? Ça signifie que la valeur ajoutée plus les subventions de l'État permettent de supporter les impôts et permettent de supporter les charges de personnel et on réalise un excédent. Dans le cas contraire, s'il est négatif, ça signifie que même avec la valeur ajoutée, augmentée de l'aide de l'État, eh bien, on n'arrive même pas à supporter les impôts et taxes et les charges de personnel. Vous comprenez? Donc, ce solde représente le résultat qui provient de l'exploitation et il constitue le premier solde qui signifie est-ce que l'entreprise elle est rentable, l'activité elle est rentable ou pas. Donc, autrement dit, il dégage la marge dégagée réalisée par l'exploitation. Et bien sûr, on a dit s'il est négatif, ça signifie que l'entreprise elle est en difficulté avec la valeur ajoutée. La valeur ajoutée n'est pas suffisante, même avec l'aide de l'État à travers la subvention, elle permet même pas de supporter ses frais de personnel et ses frais fiscaux. D'accord? Donc là, c'était l'excédent brut d'exploitation. Ensuite, nous arrivons au résultat d'exploitation. Avant que je vous expose la formule de résultat d'exploitation, vous savez très bien comment obtenir le résultat. Vous avez déjà une méthode, vous avez déjà une formule. Qu'on avait déjà vu au moment de l'établissement du CPC, c'est produit d'exploitation moins charge d'exploitation, tout simplement. N'est-ce pas? Eh bien, on a un autre moyen pour calculer le résultat d'exploitation sur la base des soldes de gestion dont je viens de parler. On utilise justement l'excédent brut d'exploitation, d'accord, qu'il soit positif ou négatif. On rajoute les autres produits d'exploitation. Les autres produits d'exploitation comme les produits accessoires, vous vous rappelez, dont j'ai parlé, comme les frais de transport, quand c'est assuré par le fournisseur, par les propres moyens du fournisseur, donc autres produits d'exploitation. J'enlève les autres charges d'exploitation, je rajoute les reprises d'exploitation et j'enlève les dotations. D'accord? Donc le résultat d'exploitation, on a deux moyens. Le plus facile, c'est celui que vous connaissez. Produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Mais si on avait à obtenir le résultat à partir de l'excédent brut, donc pour retomber à la même valeur, au même résultat, eh bien il faut rajouter les autres produits, diminuer les autres charges, n'est-ce pas? Rajouter les reprises parce que les reprises c'est un produit. Et diminuer les dotations parce que les dotations, c'est une charge. Donc, on a toujours produit moins charge. Résultat, c'est produit moins charge. D'accord? Donc, regardez, si je prends le BE, plus les autres produits d'exploitation, plus les reprises d'exploitation, regardez uniquement les positifs. EBE plus autres produits, plus reprises, eh bien, ces trois éléments, c'est les produits d'exploitation en totalité. D'accord? Si je prends les autres charges externes, les dotations, et une partie de l'EBE, parce que le BE, regardez, il y a des charges, il y a les impôts, il y a les impôts, il y a les charges de personnel. Donc les impôts, charges de personnel, moins les autres charges d'exploitation, moins les dotations, ça me donne les charges d'exploitation. Est-ce que vous suivez avec moi? Donc on a deux moyens. Le premier, c'est produit d'exploitation moins charge d'exploitation. Deuxième moyen, si je veux arriver au résultat à partir de l'EBE, eh bien je prends le BE. Regardez, c'est comme si j'avais pris la valeur ajoutée, plus les subventions, plus autres produits d'exploitation, plus reprise, moins. Maintenant, je vais parler des charges. Moins impôts et taxes, moins charges de personnel, moins autres charges d'exploitation, moins dotation d'exploitation. Ça me donne les résultats d'exploitation. N'est-ce pas? Résultat d'exploitation, ça vous le savez, pas la peine de le commenter, ce solde représente le résultat dégagé du seul caractère d'exploitation de l'entreprise. D'accord? Tout simplement. Eh bien, quand on a obtenu le résultat d'exploitation, on a vu ensemble le résultat net, c'est l'aboutissement ou c'est le résultat final du CPC qu'on obtenait grâce au rajout du résultat financier, au rajout du résultat non courant et on enlevait les impôts sur les sociétés ou ce qu'on appelle l'IS. D'accord? Donc le résultat net, c'est ce qui permet de mesurer justement la part qui revient à le revenu de l'exercice. D'accord? Le résultat net, c'est le revenu de l'exercice, tout simplement. C'est le produit moins les charges.
Donc le résultat est un élément. N'oubliez pas qu'on faisait figurer où? Dans le financement permanent, au passif, n'est-ce pas? Le poste 119. Donc, d'accord, ça permet de déterminer tout simplement l'enrichissement ou l'appauvrissement, pardon. Soit un bénéfice, soit une perte. Soit le résultat net, il est positif, on dit que l'entreprise a dégagé un bénéfice, d'accord, suite à son exercice, soit le résultat net, il est négatif, dans ce cas, on parle de perte ou bien de déficit. L'entreprise est là en difficulté. D'accord? Des questions? Donc, je vais profiter, je fais l'appel. Je fais l'appel et par la suite, on va faire, on va passer à l'exercice. Abdelawi Alaoui. Présent. Oui. Abdelrahman Atiya. Présent. Présent, madame. Et Abdullah Myriam. Présente. Et Khadir Zakaria. Présent, madame. Raouf Bouchra. Raouf Bouchra. Raouf Bouchra, il est absente. Barka Ilyas. Présent. Bellasfar Fatem Zahra. Présente. Oui. Benjegro Wadi. Présent. Oui. Présent. Oui. Boufeida Hana. Présent. Boukanonou Sheima. Boukanonou présente. Ok. Didou Hamza. Présent. Le Marchani Othman. Présent. Le Misbahi Wahiba. Présent. Hafian Reda. Présent. Haïd Ayoub. Présent. Oui. Haïdouri Youssef. Présent. Jalal Mariam. Présent. Kinana Ayman. Kinana. مدام راه كان بريزون وقال عنده مشكل ديال لا كونيكسيون. D'accord. Le Mnizeh Abdeslam. Le Mnizeh Abdeslam. Je le vois ici. Ok. Mazou Sarah. Oui, je suis présente. Très bien. Mellah Mehdi. D'accord. Moutawakil Youssef. Présent. Oui. Naoum Iman. Présente. Nid Boubkar Yassine. Présent. Salim Mohamed. Présent. Younes Ashraf. Présent, madame. Zaid Sheima. Présente, madame. Zardi Zainab. Présente. Znari Soufiane. Znari Soufiane. Znari absent. Donc les absents que j'ai, c'est Raouf Bouchra et Znari Soufiane. Pardon, madame, je suis présente. Présente. Ah d'accord, ok. Parce que vous n'avez pas... Ok, c'est moche. Donc Znari Soufiane, il n'est pas là. Ok. Donc, ok, on passe à l'exercice.
Déjà, est-ce qu'il y a des questions? Donc, aucune question. Donc, très bien. Donc, regardez le cas. Donc, cas numéro 1, analyse financière du bilan. On vous demande de reprendre le cas numéro 1 dans le chapitre compte de résultats. Donc, c'est ça, je vous ai recopié l'énoncé. Donc, on avait déjà travaillé ensemble ce cas où on devait établir le CPC. Et là, on vous demande de reprendre ce cas, mais cette fois-ci en calculant les soldes de gestion. Donc, les soldes de gestion qu'on vient de voir. Marge brute, production, valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation, résultat net. D'accord? En utilisant donc les éléments que vous avez sous les yeux. Bien évidemment, il faut revenir au CPC qu'on avait déjà établi ensemble, qui est celui-là. D'accord? Donc, ce que je vous propose, je vous donne, et en même temps, on fait la pause. Je vous accorde 15 minutes. D'accord? Et vous essayez de calculer les soldes de gestion sur la base de ce CPC qu'on avait déjà vu ensemble. Et pour ce qui est des formules, je peux, je vais voir est-ce que je les ai ici. Je vous ai déjà transmis le support, mais je vais quand même vous faire le rappel à côté, comme ça vous allez exploiter donc les formules. Donc ça, c'est la marge brute. Ça, c'est le produit d'exploitation, la production, pardon. Donc ça, c'est la production. J'essaie de... Je sais pas si je vais réussir à la copier. D'accord. Donc je vous mets en rappel ces formules, sachant que vous avez, je sais que vous avez déjà, je vous ai déjà transmis le support, mais je vous mets quand même à côté pour ceux qui sont connectés uniquement à l'aide de leur téléphone mobile. Donc comme ça, ça va être pratique. Donc valeur ajoutée. Et puis l'excédent brut d'exploitation. Et puis le résultat donc d'exploitation. Le résultat net, ça vous connaissez déjà. C'est le résultat d'exploitation plus le résultat financier plus le résultat non courant et on enlève l'impôt sur les sociétés. Donc résultat net d'exploitation. Très bien. Donc en même temps, je vous accorde